Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 20 juillet et vous êtes sur la chaîne qui rassemble les titres de votre journal. La princesse Sarah Zaïd de Jordanie est arrivée jeudi en Côte d'Ivoire pour une visite de 3 jours à l'initiative du Programme alimentaire mondial. La princesse a été reçue hier par le président Alassane Ouattara à sa résidence. Les échanges ont porté sur sa mission pour le compte du PAM, mission qui cadre bien avec la vocation du CERFAM à Abidjan. La première dame, Dominique Ouattara, marraine de la 53e promotion de l'École nationale d'administration, était hier vendredi aux côtés de ses filleuls à l'occasion de leur sortie. La première dame les a exhortés à l'excellence dans leur future carrière d'administrateur. La 53e promotion sortante de l'ENA est donc opérationnelle. La princesse Sarah Zaïd de Jordanie est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la mission qu'elle mène auprès du PAM, le Programme alimentaire mondial. Reçue hier par le président Alassane Ouattara, la princesse de Jordanie a fait part de sa mission qui est principalement de lutter contre la faim et la malnutrition partout dans le monde. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Awa Touré. Elle est mandatée par le Programme alimentaire mondial PAM. Sa mission, mener un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et des décideurs pour une augmentation des ressources allouées à la lutte contre la faim et la malnutrition. En visite en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée sous-régionale, la princesse Sarah Zaïd de Jordanie a rencontré ce vendredi le couple présidentiel ivoirien. C'était un grand honneur de rencontrer son Excellence le Président et son Excellence la Première Dame. Et c'était pour moi l'occasion de les féliciter et surtout féliciter le Président de la République parce qu'il est un vrai champion pour ce qui est la lutte contre la malnutrition et aussi parler de cette initiative qu'il a soutenue, c'est-à-dire la création du Centre régional contre la faim et la malnutrition. Cette initiative de ce centre-là sera l'occasion aussi de pousser et de renforcer tout ce qu'il y a comme activité pour la lutte contre la malnutrition en utilisant des nouvelles techniques qui sont innovantes et qui peuvent nous aider à beaucoup pousser et à avancer dans ces situations-là. On a eu à échanger sur comment ce centre-là pouvait être quelque chose qui pourrait nous aider à beaucoup plus améliorer les conditions de nutrition, pas simplement ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région. Samedi, la princesse Sarah Zaïd de Jordanie va visiter le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition CERFAM, avant de se rendre au Sénégal, dernière étape de sa tournée sous-régionale. La première dame, elle, était hier dans les locaux de l'École nationale d'administration pour la célébration de la 53e promotion qui porte son nom. Occasion pour Dominique Ouattara d'inviter ses 427 filleuls à la probité absolue. Parmi eux, l'on compte des non-nationaux venant notamment du Niger, de Djibouti et de la Centrafrique. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboulin. École nationale d'administration de Plateau, Cocody. L'ambiance ce vendredi n'est pas celle des cours habituels, mais plutôt celle d'un événement exceptionnel. Le baptême de la 53e promotion de cette école, avec une présence qui aussi n'en est pas moins à la fois historique et exceptionnelle. C'est la présence de la première dame Dominique Ouattara, une grande première en parlant du choix porté sur l'épouse d'un chef d'État pour présider une telle cérémonie dans l'histoire de l'ENA en Côte d'Ivoire. De ses élèves aujourd'hui appelés à servir l'administration générale ivoirienne. Madame Salamata Traoré, directeur général de l'établissement, est on ne peut plus fière quand elle se réfère à la qualité de leur formation. Madame la Première Dame, à l'issue de leur formation, vos filleuls ici présents ont obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 requises pour valider leur formation à l'ENA. Les savoirs agir acquis au cours de cette formation leur permettront, j'en suis persuadée, de relever les défis qui incombent à nos administrations générales et à celles de la Côte d'Ivoire en particulier. Dans le cadre de l'atteinte de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est-à-dire faire de la Côte d'Ivoire un pays performant et industrialisé, comme préconise le PND 2016-2020. Le ministre de la fonction publique, en tant que tutelle, explique le choix de la marraine par le sens de l'excellence qui caractérise
les nouveaux fonctionnaires. Madame la Première Dame, en portant leur choix sur vous comme marraine de leur promotion, vos filleuls montrent qu'ils sont conscients que toute leur vie administrative devra être mise au service du progrès collectif, de l'intérêt général et du service à la nation. En portant leur choix sur vous, Madame la Première Dame, vos filleuls de la 53e promotion de l'ENA ont voulu vous dire combien ils sont reconnaissants de toutes vos actions en faveur des populations ivoiriennes et combien est grande leur vocation à porter en chacun d'eux vos qualités et valeurs comme des lampes actives qui éclairent leur chemin, comme des graines de vie qui catalysent leur énergie et leur intelligence au service de la Côte d'Ivoire émergente et prospère. C'est tout naturellement par des félicitations que la Première Dame Dominique Ouattara s'est adressée à ses filleuls, les invitant surtout à être des modèles. Mes chers filleuls, cette journée marque le début de votre entrée dans la vie professionnelle et je voudrais vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations. Félicitations pour votre succès au terme de 3 années de labeur, de privation, de sacrifice, souvent de doute, mais finalement de succès et de joie. Aussi, voudrais-je vous exhorter à mettre effectivement en pratique tout ce que vous avez appris. Vous disposez de compétences nécessaires qui feront de vous de futurs managers et des leaders au sein de l'administration pour le développement de notre pays. Je vous encourage à accomplir votre mission au service de notre pays avec courage et détermination. Tout au long de vos carrières respectives, vous serez appelés à agir pour changer les choses et à résister à toute forme d'injustice, de corruption ou d'agissement au détriment de l'intérêt général. C'est à travers le respect de ces valeurs que nous aurons une administration forte et que vous serez les véritables acteurs de l'émergence de notre pays. Sachez que vous avez tous mes encouragements. Plusieurs autres temps forts de la cérémonie, la remise des diplômes par le biais des majors des 3 cycles de la promotion, la passation de flambeau entre la promotion sortante et la promotion cadette conformément à la tradition, les échanges de présents. Et sur ce chapitre, la Première Dame de Côte d'Ivoire qui a fait des dons à l'ENA en nature, essentiellement des équipements informatiques et en espèces d'une valeur totale de 55 millions de francs CFA, a reçu de ses filleuls et du ministre de la fonction publique des tableaux. Le tout couronné par le défilé des élèves de la 53e promotion célébrée du cycle moyen supérieur et cycle supérieur de l'École nationale d'administration, promotion Dominique Ouattara, avec un effectif de 427 élèves, dont 9 venant d'autres pays, à savoir la Centrafrique, le Djibouti et le Niger. Un reportage de Jérôme Kofi Abola. Les activités du Premier ministre l'ont conduit hier à Tafiré, où Amadou Gon Coulibaly a lancé le volet accès à l'eau potable dans les zones semi-urbaines. C'est le programme social du gouvernement qui est en marche pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Le système d'alimentation en eau potable de la localité, inauguré par le chef du gouvernement, aura coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Reportage RTI Boaké, Léon Broukwame. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'ouvrir les vannes de ce château d'eau que tout a viré en effervescence. C'est que l'eau, source de vie et l'eau potable en particulier, a longtemps manqué aux populations. 95% ce déficit, correspondant à seulement 72 mètres cubes d'eau, servi sur une demande estimée à 1372 mètres cubes d'eau par jour. C'est aux joies des populations de Badika, Ngolodougou, Niedieka et Tafiré, donc pour dire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et au chef du gouvernement dont l'acte signe leur délivrance. Elle voit ainsi la fin d'un calvaire qui dure depuis de longues années, où pour des besoins du manège, il leur fallait parcourir des kilomètres
il fallait visiter les cours d'eau et les rivières à la recherche d'un gobelet d'eau pour boire. C'était la croix et la bannière, mais aujourd'hui, je peux dire que ce souvenir est derrière nous. D'ici 2030, ce sont plus de 51 000 habitants contre 30 000 à ce jour qui verront leurs conditions de vie améliorées grâce aux nouvelles infrastructures hydrauliques de Tafiré avec une production additionnelle de 3 400 mètres cubes d'eau par jour, selon le ministre de l'Hydraulique. Il s'agit d'un système complet d'adduction en eau potable qui comprend une station d'exode de prise d'eau brute de 3 600 mètres cubes jour sur le bandement. Une station de traitement d'eau potable d'une capacité de 3 400 mètres cubes jour. Un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. Un réseau de transfert d'eau brute en fonte de 6 km. Un réseau de transfert d'eau traitée au château d'une longueur de 29 km. Un réseau de distribution d'eau potable dans toute la ville d'une longueur de 58 km, une ligne électrique MT de 36 km. Près de 10 milliards de francs CFA, le coût de ces travaux cofinancés par la BOAD, la BIDC et l'État ivoirien. Outre Tafiré, 20 autres zones semi-urbaines du pays voient déjà leurs infrastructures hydrauliques renforcées dans le cadre du programme social du gouvernement. La preuve pour le Premier ministre que seul préoccupe le chef de l'État, l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. En plus de la route Boaké-Tafiré-Ferké, à fin juin 2019, 44 itinéraires ont déjà été traités ou sont en cours d'achèvement pour une distance totale de plus d'un millier de kilomètres. Et de leur embol, 35 sont terminés pour 863 kilomètres. 9 sont en cours pour environ 150 kilomètres. Comme vous le voyez, comme vous le constatez, le gouvernement RHDP du président Alassane Ouattara est concret. Le gouvernement du RHDP de Alassane Ouattara est à votre côté. Notre marque de fabrique, c'est de tenir nos engagements. Notre marque de fabrique, c'est d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Faites confiance au président Alassane Ouattara. Faites-nous confiance. Faites confiance au gouvernement. L'inauguration des infrastructures hydrauliques de Tafiré donne le coup d'envoi de la mise en service de 20 châteaux d'eau pour l'amélioration de 21 zones périurbaines du pays en eau potable dans le cadre du programme social du gouvernement. Montant englouti à ce volet accès à l'eau potable, environ 29 milliards de francs CFA. L'eau, source de vie. Outre l'accès des populations à l'eau potable, leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive est également une priorité. Cela pour tenter de freiner les décès maternels et les grossesses non désirées. Et c'est dans ce cadre que l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, entreprend une tournée de sensibilisation et de plaidoyer dans plusieurs localités du pays. On en sait plus avec Grace Kando. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, plaide pour un engagement plus actif des collectivités locales, notamment les municipalités et les conseils régionaux, pour l'amélioration des services de la santé sexuelle et reproductive de leur population. Les populations ne savent pas que les centres de santé qui sont là sont à leur disposition. Les populations ne savent pas que les prestataires qui travaillent dans ces centres-là sont à leur disposition. Et les populations ne savent pas, par exemple, quand une femme est enceinte, qu'il y a un certain nombre d'examens à faire. Quand une femme a eu un enfant, il y a un certain nombre de temps qu'elle doit attendre pour encore aller avec son mari et avoir des enfants. Nous avons pu lancer un appel aux femmes et ce qui nous est revenu, c'est que c'est des réalités que les commandants, les préfets, les sous-préfets vivent dans les régions. C'est des réalités que les directeurs régionaux et départementaux de la santé vivent. C'est des réalités que les populations vivent. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment celles liées à l'avortement. Selon l'Organisation mondiale de la santé,
Le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes est passé de 614 à 645 contre 277 au Sénégal et 341 au Burkina Faso. Au regard de ces chiffres, l'AIBF demande à tous les leaders d'opinion d'être ces relais pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Les populations issues, entre autres, des localités de Ouangolo-Dougou, Fekese-Dougou, Kong et Sinematiali ont été exhortées à fréquenter les services de santé afin de bénéficier d'une meilleure santé sexuelle et reproductive. Et parlant toujours de santé, on en vient à la 20e édition des enseignements post-universitaires du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu à Yamoussoukro. Sur place, ces professionnels de la santé humaine et vétérinaire ont échangé autour du thème santé communautaire et développement durable. C'était en présence de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Des professionnels de la santé humaine et animale participent à la 20e édition des enseignements post-universitaires initiés par le Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SYNACASI. Conformément au plan national de développement sanitaire 2016-2020, l'action communautaire reste une priorité, d'où le thème santé communautaire et développement durable. Les professionnels de la santé sont invités à s'impliquer durant toutes les présentations. Ces journées qui sont un carrefour annuel de notre formation post-universitaire tiennent à cœur au SYNACASI. Elles se présentent désormais comme un pont permettant de passer du cadre de la réflexion à des propositions concrètes de mesures pouvant aider à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette année, pour ces enseignements post-universitaires, le SYNACASI bénéficie du soutien de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, une franche collaboration pour la santé des communautés. La santé communautaire, faut-il le rappeler, appelle l'implication et la participation des membres d'une catégorie sociale donnée dans la gestion de leurs problèmes de santé. Le développement durable recommande que les besoins présents soient adressés et traités sans aucun risque d'altération de l'environnement futur. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique accorde du prix à tout ce qui prend en compte une prise en charge efficace des communautés. Donc nous devons faire en sorte qu'au niveau de l'offre de santé, qui est notre travail, notre cœur de métier, soit disponible sur tout l'étendue du territoire, et ensuite l'offre de santé doit être de qualité. 3 jours, c'est la durée de ce rendez-vous annuel du SYNACASI au pied de la basilique Yamoussoukro. Les consommateurs de Côte d'Ivoire peuvent désormais compter avec le COESI, le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle plateforme de défense des consommateurs qui a vu le jour récemment et qui se propose de défendre au mieux les droits des consommateurs et œuvrer pour leurs intérêts. Stéphane Loboué et Franck Quadio nous en disent plus. Mettre fin à toute forme d'abus des commerçants sur leurs clients, c'est la mission que s'est assignée le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, COESI. La mission que le COESI se fixe au jour d'aujourd'hui est de garantir la satisfaction des consommateurs dans l'écosystème du développement de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les consommateurs qui ne savent parfois même pas où se plaindre, parfois même pas avec qui échanger lorsqu'ils ont des abus, par exemple lorsqu'ils achètent un produit ou un bien qui n'est pas à la qualité de leurs espérances ou à la qualité promise par le producteur. Ils viennent voir le COESI et nous formons ensemble un bloc et nous allons dire non à cet abus, non à cet abus de confiance ou non à cette escroquerie-là, si parfois il est. Nous allons investir les sections dans les différents quartiers, dans les différentes villes. Nous allons envahir toute la Côte d'Ivoire pour mettre cette machine à défendre les consommateurs car nous constatons trop d'abus. Cette nouvelle structure qui a vu le jour afin de défendre les droits des consommateurs ivoiriens est un intermédiaire entre les entreprises commerciales et les consommateurs. Les consommateurs qui sont amenés à aller ne serait-ce qu'au supermarché par exemple, acheter un produit, le produit est défaillant, que faire? Ce à quoi on doit remédier, d'accord, avec cette mise en place de cette traçabilité et donc de ce cahier des charges. Au sein de ce collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, plusieurs membres, dont des associations de commerçants et des entreprises commerciales à Abidjan et à l'intérieur du pays.
160 000 tonnes. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 160 000 tonnes de mangue fraîche, mais n'en exporte même pas les 10%. Malgré ce maigre taux, le fruit reste le troisième fruit exporté vers le marché européen après l'ananas et la banane. Le nord de la Côte d'Ivoire est la plus grosse zone de production et la filière génère beaucoup d'emplois, surtout en cette période où c'est la saison. À Korogo, notre correspondante Ami Sissoko a visité l'une des plus grandes usines d'exportation de mangue. Vous allez le voir, le nombre de personnes qui y travaillent est impressionnant. En filière mangue en Côte d'Ivoire, réalités et perspectives, c'est votre grand reportage de la mi-journée. Korogo, c'est la saison des mangues. La saison des mangues rime avec de nombreuses opportunités d'emploi destinées le plus souvent à la jeunesse. Du verger à l'embarquement des fruits pour l'exportation, beaucoup de personnes sont mises à contribution. Il y en a qui n'hésitent pas à abandonner leurs anciennes occupations le temps de la saison. C'est le cas de Bazoumana et Adama. Technicien de récolte communément appelé pisseur, Bazoumana est celui qui donne les instructions dans ce verger situé à 40 km de Korogo. Quand campagne est arrivé là, il laissait tout le travail. Il est venu couper, il est venu faire campagne de mangue d'abord. Il a nourri ma famille, il a marié ma femme, l'argent est mangue. Adama, lui, fait partie de l'équipe que dirige Bazoumana. Il faisait la librairie par terre. Quand la campagne de mangue arrive, il laisse la vente des livres. Il peut avoir 250 000, souvent d'autres plus que ça. Cette unité d'exportation, l'une des plus grosses de Korogo, reçoit chaque jour une centaine de tonnes de mangue de différents vergers. Elle emploie plus de 500 personnes pour la saison, notamment des femmes qu'on retrouve sur toute la chaîne de production. Une fois réceptionnés, les fruits sont d'abord lavés avant de subir une inspection. Nan et Assetou, responsables qualité, sont commises à cette tâche depuis plus de 20 ans. Un métier qu'elle exerce à chaque saison des mangues. Souvent, il y a des pucures. S'il y a des pucures là, on fait le lot rejeté, ça ne rentre plus. Si c'est Nemo, on peut faire retourner. Après on dit ça a reconditionné. Pas envoyer la mangue, on reconditionne encore. Si on voit que c'est la même chose, on lui donne la mangue. Les mangues mal colorées, tachées ou endommagées par des parasites sont rendues à leurs propriétaires. L'inspection des mangues, un moment que redoutent les pisseurs et producteurs. Le chaillement, c'est 45 caisses. Mais souvent, on rejette 15 caisses comme ça, dans les 45. Si c'est 10 tonnes, moi, il travaille avec 32 personnes ou bien 33 personnes. Il paye 3 000 par jour pour couper les mangues. Mais quand tu viens en légine, si on rejette tes mangues, tu perds. Les mangues sélectionnées, il faut songer à leur bonne conservation. Il est donc indispensable de bien les conditionner avant toute livraison, voire exportation. Des cartons sont nécessaires. Là encore, les femmes sont à pied d'œuvre pour leur montage. Avant la campagne, j'ai fait mon petit commerce. De nos jours, on ne peut pas faire le commerce la journée pour avoir 2000 francs. Mais ici à l'usine, tu as au moins 2000 et plus. Ici, je peux gagner un peu pour pouvoir m'occuper de la scolarité de mes enfants. Au niveau des emplois, le directeur général de cette structure, Seydou Ouattara, dit préférer faire la part belle aux femmes. Souvent, quand les femmes s'y mettent, elles s'y mettent avec beaucoup plus de cœur que les garçons. À la saison des mangues, plus de 150 étudiants travaillent ici. Sur les 4 voies, je peux avoir 300 000. Dans un premier lieu, c'est bon parce que ça nous permet de subvenir à nos besoins quotidiens. Maintenant, dans un deuxième lieu, on arrive à tisser des relations. Fulgence, lui, a pu mener ses études à terme grâce aux sous qu'il a obtenus ici il y a quelques années déjà. Son doctorat de biologie en poche, l'usine lui a proposé un emploi à plein temps, manager en qualité phytosanitaire. Dans cette usine, 3 équipes d'employés travaillent 8 heures par jour chacune. Sur un mois, tu peux gagner 100 000 francs, 25 000 francs et plus par si tu travailles. Il y a des jours, tu peux faire journée continue si tu n'es pas fatigué. Hors saison, la société Tropique Mango emploie 10 personnes et en pleine saison, plus de 500. Pour son directeur général, la filière mangue peut générer encore plus d'emplois pour la population en misant sur la transformation, car seulement 32 400 tonnes sont exportées sur les 160 000 tonnes produites par an. On peut faire du vinaigre à base de la mangue, on fait du vin de mangue, il y a la mangue séchée, il y a le jus, et on fait de l'engrais bio avec la mangue, de l'aliment de bétail, de l'aliment volaille.
En attendant ce projet qui fait rêver, les mangues non exportées sont destinées au marché national. Et ici, plus de 50% des produits sont perdus, du fait surtout des difficultés de conservation. La filière mangue fait vivre Korogo et ses environs. Le vœu des producteurs, que des aides leur soient apportées dans la lutte contre les insectes ravageurs. Le vœu de tous les animateurs de la filière mangue ici à Korogo, que le volet transformation soit une réalité. Tout le monde y gagnera. Filière mangue en Côte d'Ivoire, réalités et perspectives, reportage RTI 1 signé Ami Sissoko à retrouver sur rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Le 10e congrès de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, se tient ces 20 et 21 juillet à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Il sera sanctionné dimanche soir par l'élection d'un nouveau président à la tête de l'instance. Le président qui sera l'un des 3 candidats en lice pour briguer ce poste. Les différents candidats ont eu jusqu'au 19 juillet à minuit pour convaincre le maximum d'électeurs. Le thème de ce congrès ordinaire est « Le journaliste ivoirien face à ses responsabilités ». Il est placé sous la présidence de Sidi Tiemoko Touré, le ministre de la Communication et des Médias. Nos équipes sont mobilisées pour vous informer sur son déroulement. Ce sera un peu comme si vous y étiez. À Alger, la victoire a été fêtée jusqu'au bout de la nuit. L'ambiance était plutôt morose dans les rues de Dakar. La déception est immense dans la capitale sénégalaise et pourtant, les Sénégalais y avaient cru jusqu'au bout. Comment ont-ils vécu cette rencontre et même l'après-match? Élément de réponse avec Herman Guivet. Dakar, 19 juillet 2019, place de la Nation, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ambiance, 1 heure avant le match. La ferveur atteint son paroxysme. Nous avons la confiance que, Inch'Allah, la Coupe va venir au Sénégal. Vive le Sénégal! Cette victoire, les Sénégalais y croient de tout leur cœur, de toute leur énergie. Pour ne rien manquer du match, on gagne même les hauteurs. Une ferveur qui sera vite étouffée. L'Algérie vient d'ouvrir la marque. À la 2e minute de jeu, le but le plus rapide de l'histoire de la CAN. Un véritable coup de massue pour ses supporters gonflés à bloc. Les regards se crispent, l'inquiétude monte. La moindre incursion dans le camp algérien fait naître un sursaut d'espoir. Mais hélas, le but libérateur ne viendra pas. Le temps, lui, s'écoule. Et petit à petit, le découragement commence à gagner le cœur des supporters. Les plus téméraires restent sur place pour suivre la suite de la rencontre. Les moins téméraires font le choix du retour au bercail. Entre espoir et désillusion, on formule des prières, on allume des bougies pour que le miracle s'accomplisse. Mais la vérité est là, bien réelle, bien cruelle. Le 12e homme est bien atteint, couché, foudroyé par le désespoir. Le chemin du retour sera difficile pour certains, mais il va bien falloir rentrer à la maison. Le but de la victoire ne viendra pas jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre qui porte le coup de grâce aux espoirs de ces millions de supporters sénégalais. Le Sénégal vient donc de s'incliner face à une équipe de l'Algérie, plus concrète devant les buts. L'Algérie est championne de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et la prochaine fois sera peut-être la bonne pour les Sénégalais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent. Moi, je vous retrouve demain à 13h sur la chaîne qui rassemble.